Espace TV, le 22h. « 22h à Wankifon, c'est à Koya, mais aussi aux Almadies à Dakar au Sénégal. Merci de regarder Espace TV. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Les coupeurs de route, le phénomène perdure encore sur les routes de l'intérieur du pays. À l'aube de ce lundi, un véhicule en provenance de l'Abbé a fait l'objet d'attaques par les coupeurs de route. Bilan, 2 morts par balle, des blessés et d'importantes sommes d'argent emportées. À peine installé, le CNT a effectivement tenu sa première plénière ce lundi 7 février. À l'ordre du jour, la lecture de la charte de la transition, les débats sur la composition d'une commission de rédaction du règlement intérieur, entre autres. Quel avenir pour la presse papier à l'ère du numérique en Guinée? La question préoccupe les acteurs puisque le journal papier est en passe de disparaître au profit des autres supports d'information et de communication. C'est le sujet de notre angle de ce soir, réalisé par Antoinette Dédé Onivogui. C'est tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir. 4 personnes sont mortes la nuit dernière dans un incendie à Fofororé, dans la sous-préfecture de Manéa, préfecture de Koya. L'incendie s'est déclaré à une heure tardive, 1h du matin précisément, que personne ne pouvait imaginer que les personnes étaient couchées dedans, mais le feu a fini par consumer 4 personnes. Les parents des victimes évoquent le court-circuit comme cause de l'incendie. Ali Badara Kamara et Ali Ouba ont rencontré les parents. Suivez le reportage. Une maison de 2 pièces réduite en cendres. Le père de famille, sa femme et les 2 enfants ont tous péri dans l'incendie. Un court-circuit aurait occasionné ce drame. Joint au téléphone, le jeune frère du père de famille s'est rendu sur les lieux. Mais le drame s'était déjà produit. Ceux qui sont venus ont trouvé le feu au salon, mais c'était trop fort. Entre-temps, sa femme criait au secours à la fenêtre. Mon frère aussi en faisait autant, mais le feu avait pris toute la maison. L'incendie s'est produit à Fofororé, un district situé à quelques kilomètres de la sous-préfecture de Manéa. Cette zone presque inhabitée n'a pas pu sauver Laïkaba et sa famille. C'est pas la peur. Ici, il n'y a pas d'eau et le puits aussi a tari. L'endroit est presque inhabité. Il était là avec sa femme et les enfants. Les 4 victimes de ce drame ont été inhumées ce lundi matin. Je vous le disais au sommaire, un véhicule de transport en commun immatriculé AD 1868 en provenance de l'Abbé pour Conakry a été attaqué par des bandits dans le district de Gouba, sous-préfecture de Tolo, dans la nuit de dimanche à lundi 7 février aux environs de 2h du matin. Le bilan fait état de 2 morts et des blessés par balle. Ils ont été évacués à l'hôpital régional de Mamou où s'est rendu notre reporter Abdoulaye Diallo. Suivez le reportage. C'est un taxi Renault 21 en provenance de l'Abbé pour Conakry qui a été attaqué dans le district de Gouba, sous-préfecture de Tolo, situé à 25 km du chef-lieu de la préfecture de Mamou. Plusieurs passagers étaient à bord du véhicule, dont des enfants. Le chauffeur se souvient de cette mésaventure. C'est quand j'ai dépassé de là-bas, arrivé à Kendouma, j'ai aperçu des phares de 2 motos qui semblaient me poursuivre. Dès que j'ai accéléré, ils ont également accéléré. Quand ils ont compris qu'ils ne vont pas m'atteindre, ils ont tiré sur la roue arrière de la voiture. À cet instant, je suis sorti de la voiture, mais ils étaient déjà arrivés en tirant à bout portant sur les passagers. Alors je me suis enfui pour me cacher dans la brousse. Ainsi, les bandits ont pris ma voiture pour l'envoyer dans la brousse et revenir
venir exproprier les passagers sans aucune pitié de leur part. Conséquence de cette attaque, 2 cas de mort, dont une femme d'une trentaine qui avait ses 4 enfants à bord du taxi ayant reçu une balle à la nuque. C'est le coup de feu sur la roue qui nous a alertés. Ils ont continué de tirer sur nous. La balle a atteint Adama, la fille de ma soeur. Elle a perdu sa vie sur le coup. Ils ont enchaîné un autre tir sur la tête d'un jeune. La balle m'a atteint au niveau du genou. Ils nous ont tout pris, de l'argent et des téléphones. Seul le mien est resté avec moi. Le chauffeur a pris la fuite. Son apprenti a remplacé la roue. Il nous a envoyés jusqu'ici. Au moment où nous quittions les lieux, les blessés recevaient des soins intensifs à l'hôpital régional de Mamou. Restons toujours à l'intérieur du pays, cette fois à Kankan. Un puisatier âgé d'une 50aine d'années a perdu la vie ce dimanche dans un puits qu'il tentait de curer. Faute d'équipement, il a fallu attendre plus de 6 heures pour que le service de la protection civile parvienne à extraire le corps du puits avec le concours du voisinage. Alpha Omar Koita, notre correspondant dans la région. C'est dans ces puits d'une profondeur de 18 mètres que Mamoudou Konaté, communément appelé Laï Karamon, a perdu la vie dans la matinée de ce dimanche au quartier Bordeaux, dans la commune urbaine de Kankan. Ils sont venus à 3 pour curer notre puits. Quelque temps après, j'ai vu son ami en train de pleurer. Je lui ai demandé ce qui ne va pas. Il ne m'a pas répondu. C'est ainsi que j'ai crié au secours. Les voisins sont venus. C'était 2 personnes. Une personne a pu remonter et mon équipe a évacué la personne là à l'urgence. Celui qui est resté dans le puits, parce qu'il y avait le gaz carbonique là-bas. C'est très tôt qu'on nous a appelé que le monsieur était en train de curer un puits, mais malheureusement avec la présence de COD, il en est parti. C'est avec un grand regret que le maire m'a désigné pour venir vraiment représenter la mairie. C'est avec le concours du voisinage que le service de la protection civile est parvenu à extraire le corps du puits. L'extraction a duré au moins 7 heures et pour cause, le manque d'équipement. C'est ça qui a compliqué l'opération, parce que nous n'avons pas un appareil respiratoire isolant. Il a fallu remonter. Celui même qui a creusé le puits s'est porté volontaire, qui peut descendre. Avec nous, on a formé une équipe, on l'a fait descendre et il a amarré la victime et on les a fait remonter. Je dirais à l'autorité de la Guinée de nous aider à avoir l'appareil respiratoire isolant. Parce que sans l'appareil respiratoire isolant, on ne peut pas intervenir dans les lieux confinés. Âgé d'une 50aine d'années, Mamoudou Konaté, marié à une femme et père de 3 enfants, a regagné sa dernière demeure ce dimanche quelques heures seulement après son extraction du puits. Le Conseil national de la transition a tenu sa première plénière ce lundi. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. La lecture de la charte de la transition et les débats sur la composition d'une commission devant travailler sur le règlement intérieur notamment. Mamoudou Boulere Diallo et Ibrahima Souri Kamara signent ce reportage. Les 81 conseillers du CNT ont cantonné l'hymne national de la République de Guinée. Puis, des prières ont été formulées avant d'entamer les travaux. Les débats ont duré plus de 6 heures avec une pause de 15 minutes. Le président nous a amené à revisiter la charte. C'est très important pour nous que cette charte qui constitue pour nous une bréviaire, qu'on puisse l'approprier afin de prendre des décisions en toute indépendance et en toute équité. Nous avons des comptes à rendre à la nation guinéenne. Donc aujourd'hui, notre présence ici, c'est de parler au nom de la nation guinéenne, de travailler au nom de la nation guinéenne et d'apporter notre contribution pour l'épanouissement et pour le développement de la nation guinéenne.
La parole a été distribuée et Maître Mohamed Traoré a apporté une précision sur le devoir de redevabilité des conseillers nationaux vis-à-vis du peuple de Guinée. Parce qu'on entend souvent des gens dire, bon, moi je suis issu de telle structure, je défendrai les intérêts de telle structure. On n'est pas là pour ça. Si les intérêts de telle ou telle structure coïncident avec l'intérêt du peuple, tant mieux. Mais il n'est pas question de privilégier l'intérêt d'un parti politique, l'intérêt d'un homme, l'intérêt d'une organisation de la société civile au détriment de celui du peuple de Guinée, au nom de qui on est là, même si on n'a pas été élu. Pour cette première plénière, un seul incident a été constaté pendant la formation des 2 commissions de travail. 2 conseillers se sont sentis frustrés. Ils n'ont pas apprécié la méthode de désignation des membres voulue par le président du CNT. Nonobstant ce moment, Dansa Kourouma estime que les débats se sont bien déroulés. En conclusion, nous avons abouti à la mise en place de 2 commissions ad hoc. Une commission qui va travailler sur le règlement intérieur et une autre commission qui va travailler sur le programme de sortie à l'intérieur du pays. Et le tout sera ponctué par un travail de support pour l'élaboration d'un programme d'urgence qui va aussi tenir compte du renforcement des capacités des conseillers nationaux pour faciliter leur mission et leur travail. Dans moins d'une semaine, les commissions doivent présenter leur rapport de travail pour validation. Quant à la mission pour la Guinée profonde, elle durera initialement 10 jours. Et puis, dans la foulée, le président de la transition a doté les membres du Conseil national de la transition de 3 bus de 55 places chacun. C'est le ministre secrétaire général à la présidence de la République qui a procédé à la remise des clés au président du CNT. Je vous invite à suivre le colonel Amara Kamara au micro de Mamoudou Boulere Diallo et Ibrahima Sori Kamara. Nous sommes au palais ce lundi 7 février, conformément aux instructions du colonel Mamoudou Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour la remise officielle des 3 bus à monsieur le président du CNT, pour faciliter le travail des conseillers nationaux. Et c'est le but de notre présence ce matin au palais. Il y a eu un message particulier que vous avez véhiculé au niveau de ces conseillers nationaux? Un message particulier, non, mais c'est juste témoigner que le président veut outiller et donner tous les moyens au CNT pour faire la mission de conseiller qui leur a été assignée. Et ça commence par la mobilité, ce problème est déjà résolu et les autres problèmes viendront par la suite. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de voitures individuelles? Aujourd'hui, on a les bus et quand il y aura les véhicules individuels, on en parlera. La réforme au niveau de l'enseignement supérieur passe forcément, et c'est là d'ailleurs très nécessaire, par la formation des formateurs. Pour rendre concret de façon pérenne cette réforme, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a émis un appel à candidature d'études avancées à l'intention des enseignants-chercheurs. Cette opportunité de formation va permettre de rehausser le niveau des boursiers, mais aussi le contenu des programmes enseignés. Malik Sangana Kamara et Kierno Sadouba nous signent ce reportage. Le besoin est pressant. Il faut agir au plus vite pour sauver le système. À l'Université générale Lansana Conté de Somphonia, par exemple, le personnel enseignant est presque vieillissant. Les jeunes qui y sont ont besoin de rehausser leur niveau académique. Une réalité qui nécessite la relance de la formation des formateurs. Sur plus de 700 enseignants, chercheurs, j'ai trouvé moins de 35 professeurs titulaires, moins de 20 maîtres de conférences, très peu de maîtres assistants. Tout le reste, c'est des assistants. Que nous avons justement lancé l'appel à candidature dans le cadre du programme 1000 PhD 5000 Master pour qu'on puisse vraiment accompagner le maximum cette année 2022 parce que c'est une année quand même décisive. Il faut qu'on prépare la relève le plus tôt que possible. Ça ne peut pas attendre les années prochaines en fait. Former pour informer et communiquer, voilà la vocation de l'ISIC de Kountia. Les cours dispensés ici aux étudiants évoluent en fonction du temps. La réactualisation des connaissances des enseignants est une occasion à ne pas rater. Jeunes qui rentrent maintenant de Ouaga, de Rabat et de Dakar, c'est eux qui sont en train de transmettre leur savoir à leurs jeunes frères, à l'ISIC de Kountia. Le programme de formation des formateurs
relancée par le ministère de l'Enseignement supérieur, est une aubaine pour les responsables d'universités et instituts d'enseignement supérieur. Nous-mêmes, nous avons créé il n'y a pas longtemps, c'était le mois passé, nous avons ouvert notre master en communication publique et politique pour ne plus envoyer nos étudiants pour la même formation à l'ISIC de Rabat. C'est quelque chose que nous saluons vivement et tout le monde souhaite son application sans délai. Le ministère de l'Enseignement supérieur prévoit le financement de la formation de 5000 enseignants-chercheurs pour le master et 1000 le doctorat. À partir du 14 février 2022, selon un communiqué des autorités aéroportières, et pour pouvoir garer au parking de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré Conakry, vous ne payerez plus 5 000 francs, mais 20 000 francs pour une heure. Et ce n'est pas tout. Pour chaque heure supplémentaire, vous allez également payer 10 000 francs de plus. Cette décision entre dans le cadre de l'aménagement et de l'extension du parking, mais les usagers rencontrés trouvent les prix exorbitants. Mamadou Saliouba, Abdoulaye Kamara. À partir du 14 février, il faudra payer cher, très cher, jusqu'à 20 000 francs guinéens pour pouvoir se garer au parking de l'aéroport. La décision est prise, le communiqué est diffusé ce dimanche sur le site de la CHOSEAC. À compter du 14 février 2022, les frais de stationnement sont désormais fixés à 20 000 francs guinéens pour une durée d'1 heure de temps et 10 000 francs guinéens pour chaque heure supplémentaire. Motif de la décision, un projet de réaménagement et d'extension du parking de l'aéroport. Ce matin, les usagers ne comprennent pas cette augmentation. Moi, le vol était en retard et ma mère elle a fait 4 heures du temps ici à attendre parce qu'elle ne pouvait pas se retourner à la maison. Et quand ça arrive comme ça, dans le cas pareil, là, elle va payer très cher. Et je trouve que c'est très cher déjà. Alpha Suleiman a payé ce matin 5 000 francs guinéens pour une durée indéterminée. Et déjà, il a fait 2 heures de temps. Si on était le 14 février, il aurait payé 30 000 francs guinéens. 20 000 pour une heure et 10 000 pour l'heure supplémentaire qu'il a eu à faire. Il trouve cette décision inacceptable. Si par exemple je suis venu chercher un client qui vient de l'Europe, on me dit que l'avion est à 21h. Je viens, je stationne pour 30 minutes peut-être. À 20h30 je suis là. Eux qu'on m'annonce que l'avion est à 22h. Est-ce que si mon patron ne m'a pas donné l'argent pour les heures supplémentaires là, je peux rester? Comment accueillir mon client? Je trouve ça anormal. Autre déçu, l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Elle n'a pas été associée et fera tout pour réduire le prix. Pour regarder les conditions d'accueil du parking, c'est très précaire. Quand les clients viennent, ils sont sous le soleil. Dans tous les pays, en fixant le prix, on doit tenir compte de la durée et des services qu'ils vont faire à l'intérieur. Quels sont les services qu'ils vont proposer aux consommateurs ici? Nous n'en connaissons pas. On ne peut pas accepter qu'on facture une heure à 20 000 francs. 10 000, c'est raisonnable. Et 10 000 de façon illimitée. L'Union pour la défense des consommateurs de Guinée va-t-elle réussir? Les usagers vont-ils prendre une autre alternative? Attendons les prochains jours pour répondre à ces questions. Il faut ajouter en bref que le ministère des Infrastructures et des Transports suspend le communiqué de la SOGIAG annonçant l'augmentation des frais de stationnement au parking de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. L'annonce de cette suspension a été faite ce lundi 7 février à travers un communiqué publié sur la page Facebook du département des infrastructures et des transports. Le ministère indique que dans le cadre du réaménagement et de l'extension du parking de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, de nouvelles dispositions seront prises et rendues publiques par voie de presse. Plusieurs stagiaires de la Société des eaux de Guinée sont en colère contre le directeur général Amadou Djoulde Diallo. Le directeur de la SEG aurait mis à la porte des travailleurs sans aucun motif. Certains d'entre eux ont passé plus de 25 ans de stage sans contrat ni prise en charge. C'est à croire Mohamed Bangoura. Ce plombier travaille à la SEG depuis 1993, mais toujours pas engagé. Les explications avec André Mossier-Milimouno et Aliouba. Mohamed Bangoura est plombier de profession.
Il est arrivé à la SEG en 1993. Après plus d'une vingtaine d'années passées dans cette société sans contrat avec un salaire dérisoire, il se retrouve aujourd'hui à la porte sans aucune explication valable, dit-il. Il accuse l'actuel directeur général de la SEG de vouloir se débarrasser d'eux. À la SEG, nous les stagiaires sommes les plus nombreux. Nous exécutons presque tous les travaux là-bas. Beaucoup d'entre nous avons fait plus de 20 ans. Nous nous battons pour qu'ils nous prennent en charge. À l'époque, avant l'accession du président Alpha Condé au pouvoir, Mohamed Bangoura était stagiaire et percevait un salaire mensuel de 300 000 francs guinéens. Depuis 2010, il a commencé à toucher 440 000. Sans salaire aujourd'hui, il a avec ses collègues entrepris plusieurs démarches pour être pris en charge par la SEG sans succès. Nous avons été partout pour régler notre situation, même à la présidence de la République. L'autre fois, le ministère a convoqué notre directeur Djoulde pour des explications, mais il n'est jamais venu. Mohamed Bangoura et ses collègues au nombre de 81 regrettent ce comportement du directeur général de la SEG qui serait à l'origine de ce problème. Pour démêler la situation, le directeur général de la SEG les a conviés à un test de recrutement, proposition qu'ils ont rejetée car ils estiment que ce test est un prétexte pour pouvoir les éliminer tous. Ce test est organisé contre nous. Si on n'avait pas manifesté, ils ont l'habitude d'intégrer des gens là-bas sans test. Moi-même, je connais des exemples. La liste que vous voyez avec moi, c'est des gens qui sont rentrés à la SEG par simple demande, d'embauche. Ils ont été embauchés. Comment se porte le métier de forgeron en République de Guinée avec l'arrivée des marmites électriques? Ce lundi, notre rédaction a fait une immersion dans une forge de la place. Là-bas, vous allez le constater, les forgerons travaillent dur pour gagner leur vie et satisfaire leurs clients. Et ils rencontrent d'énormes difficultés sur toute la ligne de production. Le reportage est signé Justin Leno, Aboubakar Din Kamara. Nous sommes dans la forge d'Abdoulaye Keïta située au quartier Matoto Kondembouni. Ici, pour fabriquer une marmite, les ouvriers ont besoin de l'aluminium, puis un pot dans lequel il est fondu. De l'autre côté de la forge se trouvent des moules de marmite à même le sol, légèrement remplis de sable mélangé à de la poussière. L'aluminium chaud est puisé dans le pot à l'aide d'un récipient, drainé et versé à l'intérieur des moules. D'autres matériels rudimentaires sont utilisés pour donner la forme voulue au couvercle et aux marmites, et voici le résultat. Certains clients viennent pour acheter sur place, d'autres font la commande. C'est comme ça que nous travaillons. La prochaine étape, la finition se déroule non loin de l'atelier. Limer et lisser la cocotte, la tâche est manuelle et dangereuse, mais ces forgerons s'en sortent. Nous achetons du métal fondant pour la confection des marmites. C'est ça notre activité. De cet atelier sortent par jour entre 10 à 20 cocottes en aluminium. Le prix varie entre 50, 100 voire jusqu'à 100 000 francs guinéens par cocotte. L'ustensile de cuisine est prisé par les femmes au foyer. Les autorités doivent penser à soutenir les forgerons. Cela pourrait nous aider nous aussi. Même avec l'arrivée des marmites électriques, la clientèle reste toujours au rendez-vous. La difficulté se situe au niveau de l'obtention de l'aluminium, la principale matière première. Les forgerons demandent à l'État de valoriser le secteur. En Direct-Corée, la culture du palmier à huile connaît un essor et des jeunes s'intéressent de plus en plus à cette activité. Beaucoup d'entre eux s'investissent dans la pépinière des plants du palmier à huile. Vous allez le voir, cela semble bien leur réussir. Moïse Bichien-Lama les a rencontrés. Suivez son reportage. Ils ont fait le choix de se tourner vers l'agriculture. Ici, à Zélékouré, la culture du palmier à huile attire de plus en plus les jeunes étudiants diplômés sans emploi. On a une bonne terre
que les palmiers peuvent bien marcher. Mais quand même, ceux qui envoient les palmiers, qui donnent à nos parents, c'est des palmiers qui ne sont pas en norme. Souvent, quand tu vois, c'est des palmiers qui donnent une fois par an et principalement, c'est des palmiers ramassés. J'ai vu vraiment, compte tenu de ça, la souffrance des villageois, des paysans. J'ai préféré me lancer dans ça pour faire venir les palmiers en norme en les meilleures qualités pour les donner. C'est un travail de longue haleine qui requiert une certaine connaissance, disent-ils. Les jeunes savent par exemple que pour obtenir une huile de palme de qualité, le choix des pépinières est indispensable. La mise en pépinière, je veux dire, c'est un peu compliqué, mais quand même, quand tu veux, tu peux. On fait d'abord les pré-pépinières dans les petits sachets. Après avoir fini de faire des pré-pépinières, on plante ça maintenant dans les gros sachets. C'est le courage qui fait. Surtout actuellement, la crise que nous traversons, il y a l'eau à tarer. C'est pourquoi vous voyez même les plants qui sont comme ça. Sinon, en réalité, c'est des plants, quand tu viens voir, même tu es content. Aujourd'hui, grâce à cette activité, ces jeunes, pour la plupart d'entre eux, subissent moins de dures réalités du chômage et de la précarité. Je suis père de 4 enfants. Depuis 2007, je me suis lancé dans l'affaire de la pépinière. C'est dans ça que j'ai vu. Plus de 5 ans qu'ils exercent cette activité qui fait tant bien que mal leur affaire en attendant de trouver mieux. Le 35e sommet de l'Union africaine a été bouclé sans déboucher sur des solutions aux questions qui fâchent. En réalité, des thématiques de développement socio-économique n'ont pas été abordées par les dirigeants du continent noir. Et il nous le dit Mamadou Kalisso qui signe ce commentaire. Fin du 35e sommet de l'Union africaine. Comme il fallait s'y attendre, rien de clair, de précis et de consistant sur les véritables préoccupations des populations africaines. L'éducation et la santé pour tous, l'autosuffisance alimentaire, les infrastructures de base, bref, le développement socio-économique du continent a été ignoré par les dirigeants africains réunis à Addis Abeba. 2 jours durant, ils se sont focalisés sur le durcissement des tons contre les coups d'État militaires. Ces bruits de bottes qui sont en réalité le fruit de la mauvaise gouvernance et de l'insécurité. Le Mali en est une parfaite illustration où le nord du pays et une partie du centre étaient occupés par des terroristes. Sans oublier les violations des libertés individuelles et collectives, la volonté manifeste de certains chefs d'État de changer les constitutions de leur pays pour s'éterniser au pouvoir. Ces putschs constitutionnels engendrent de graves violations des droits de l'homme. En Guinée et en Côte d'Ivoire, Alpha Condé et Alassane Ouattara ont changé la constitution de leur pays dans l'unique but de briguer des mandats de trop, plongeant leur pays dans des crises sociopolitiques aux conséquences énormes et fâcheuses. Depuis novembre 2020, un conflit armé ravage l'Éthiopie, pays d'accueil du sommet de l'Union africaine. Cette guerre a déjà fait des milliers de morts, de blessés et de déplacés. Malheureusement, ce drame humain ne préoccupe pas outre mesure les dirigeants africains. Ils ont préféré renvoyer cette épineuse préoccupation des Éthiopiens aux calendes grecs. Macky Sall prend la présidence tournante de l'Union africaine. C'est peut-être le seul espoir qu'on pourrait tirer de cette rencontre des chefs d'État quand on sait que le président sénégalais est farouchement opposé au putsch constitutionnel. Mais parviendra-t-il à drainer le regard de ses pairs sur des questions essentielles de développement et de stabilité auxquelles aspirent les Africains? La question pour le moment reste entière. À présent, place à notre angle du soir. Je vous l'annonçais, la presse ou l'ensemble des publications périodiques est depuis longtemps un outil important de communication et d'expression. Mais aujourd'hui, avec la technologie, la presse papier n'est plus convoitée
Elle est même menacée dans certains pays comme la Guinée. Aucune imprimerie publique comme par le passé. Les kiosques sont presque vides. Quel avenir pour la presse papier à l'ère du numérique en Guinée? Antoinette Dédé Onivogui s'est adressée à ce sujet. Suivez son grand angle. Dans cette pièce de quelques mètres carrés se trouvent les premiers journaux de la Guinée avant et après son indépendance. Debout de bois, avant de devenir Horea, l'un des plus vieux services de l'État meurt à petit feu. Des documents abandonnés à même le sol, une salle d'archivage sans serrure, un bâtiment presque vétuste et sans matériel adéquat, tel est le nouveau visage du siège social du quotidien national Horea. Aujourd'hui, nous demandons aux nouvelles autorités comment est-ce qu'on peut aider le journal Horea dans sa nouvelle relance. Le chef de l'État était passé, il a constaté les dégâts. Non, le colonel Mamadi Doumbouya est passé avec la première dame de la République. Il faut saluer, ils sont venus regarder, constater les dégâts que Horea a eu à connaître. Et Madame la ministre, elle est au courant. Aujourd'hui, le gouvernement de Monsieur Biavogui sait quelles sont les conditions, dans quelles conditions aujourd'hui les travailleurs de Horea travaillent. L'avenir de la presse papier est menacé à travers le monde, ce en raison des avancées technologiques. Des pays s'en sortent, cependant la Guinée ne fait pas partie de ce lot. La presse papier, dans le pays de Sékou Touré, a connu des beaux jours, des moments de gloire. Au temps de la Révolution, ils étaient à plus de 2000 copies jour. 200 000 copies, imaginez un peu, 200 000. C'est pour vous dire que toute la Haute-Guinée, toutes les préfectures de la Haute-Guinée étaient servies. Toute la préfecture de la région de Zérékouré était servie. Toutes les préfectures de la région de Bouquet étaient servies. Kindi apparaît. Partout où il y avait le rouge jaune vert, Horea allait même dans les valises diplomatiques. Partout où il y avait l'ambassade de la Guinée, Horea était envoyé. Et c'est ce que Horea doit faire. Aujourd'hui, malgré les efforts, elle fait face à d'énormes difficultés et des besoins pressants. Avant 2008, 2007, 2005, Horea recevait plus de 300 millions de francs chaque trimestre comme subvention. Mais avec l'avènement d'Internet en Guinée, il y a des cadres qui ont pensé qu'il fallait mettre Horea au second plan. Or, chaque chose, chaque outil de communication joue son rôle. Et aujourd'hui, le problème de Horea, c'est question. Horea avait la plus grande imprimerie de l'Afrique de l'Ouest, qui était l'imprimerie Patrice Lumumba. Dans tous les pays du monde où il y a le quotidien national, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, vous avez une imprimerie. La Guinée, on n'a pas d'imprimerie. L'État guinéen même n'a pas d'imprimerie. Voilà des petites choses qu'il faut corriger. Ce recul ne reste pas sans conséquences sur l'ancienne génération qui peine à se conformer à la nouvelle donne. L'ancien temps, on appelle ancien temps le temps avant Internet, la période avant Internet, la population instruite était servie par le papier journal pour tout type d'information de référence ou d'importance, que ce soit les informations générales ou les informations spécialisées. L'avantage à cette époque, c'était qu'on pouvait archiver personnellement, sans recourir à une manipulation compliquée. Il était possible à l'époque que chaque personne ait son journal. Et comme ça, si vous voulez échanger sur un sujet, chacun ouvre le journal sur le sujet, sur le sujet en question. Pour inverser cette tendance et redynamiser le secteur, des assises ont eu lieu et des recommandations ont été faites. Il y avait 3 axes prioritaires dans ce document de plaidoyer. Il y avait d'abord la nécessité de doter la presse écrite d'une imprimerie. Le coût même avait été estimé. Et il faut reconnaître que le président de la République, l'ancien président de la République, le professeur Alpha Condé, s'était même engagé à nous trouver une imprimerie à travers une subvention. Ensuite, il y avait un autre point, on avait dit que comme la Guinée avait ratifié la convention de Florence sur la détaxe des intrants entrant dans la fabrication du journal, nous avons demandé à ce que l'État guinéen respecte son engagement international
pour ce qui concerne la détaxe des intrants dans la fabrication du journal. Donc il y avait aussi un autre axe, c'est par rapport à la mutualisation de la publicité. Nous avons remarqué qu'il y avait au moins un groupe de presse qui avait 99% des publicités destinées à la presse écrite. On avait décidé qu'il y ait une autre structure qui va s'occuper de la gestion de la publicité. Et il y aura une sorte de justice sociale, on est d'accord, qui en fonction du taux de pénétration des uns et des autres, en fonction des tirages là, qu'on puisse répartir la publicité. Il y a quelques mois, les locaux du Horea ont été vandalisés. Dans les lieux de vente habituels, les rayons sont presque vides. Une chose qui devrait interpeller le ministère de tutelle pour des actions concrètes, souhaitent les journalistes que nous avons rencontrés. Merci Antoinette Dédé Onivogui. À présent, je vous invite à suivre notre rubrique Publi Reportage. Et quant à moi, je vous dis merci de votre attention et au revoir. Des billets d'avion et des visas, ce sont entre autres cadeaux que la société Total vient d'offrir à ces jeunes pour avoir dessiné leur passion du football. Une opportunité offerte par le groupe Total Énergie, partenaire officiel de la CAF. Donc on a essayé de lancer 2 jeux, pas seulement en Guinée, comme je l'ai dit, dans beaucoup de pays, tous les pays qualifiés. Le jeu consistait à 2 choses. Le premier jeu qui s'appelle Ball Kids permettait à un jeune guinéen âgé de 13 à 16 ans d'être ramasseur de balles. C'est ce qu'on appelle le Ball Kids. Donc on s'est engagé, on a lancé le jeu, on a affiché, on a mis au niveau des radios, des télés et tout. On a demandé à ce que les jeunes de 13 à 16 ans passent en station et récupèrent les fiches qu'on a mises à disposition et qui dessinent leur passion du football et qu'ils posent dans une urne. Plus de 500 candidats ont participé à cette promo. 350 ont été enregistrés dans les catégories dessin et ramasseurs de balles. Les 5 meilleurs ont été identifiés. Une seule personne a gagné le gros lot. Son billet d'avion lui a été remis par la société. À la fin ça c'était du 1er au 30 septembre. À la fin, ce qu'on a fait, on a récupéré les urnes, on a constitué une équipe de jury, un comité de jury, et on a sélectionné 5 dossiers localement. Et les 5 ont été envoyés au siège pour que le siège aussi constitue notre comité de membres du jury et qui sélectionne un parmi les 5. J'ai fait la classe 9e année. Je suis heureux d'être un Ball Kids parce que c'était une chance pour moi. Le bénéficiaire est heureux de participer à la finale de la CAN 2021-2022. Baba Ali Diallo exprime sa joie. Et je ne m'attendais pas, honnêtement, donc c'est une surprise. Et comme on le dit souvent, on participe à des jeux, mais c'est une première fois que je sois gagnant dans un jeu de loterie. Donc je suis très content et très heureux et je remercie Total de m'avoir donné cette opportunité d'aller assister à une finale de CAN. Chaque année, le groupe Total Énergie offre des opportunités aux jeunes de pouvoir vivre leur passion. Et la finale est prévue pour ce dimanche au Cameroun. Le groupe Sonoko a lancé officiellement sa grande promo intitulée « Gagner un cadeau à l'achat d'un sac de farine ». Cette promo s'étendra jusqu'au mois de décembre 2022. Elle vise principalement les utilisateurs de la farine AGB, dont entre autres les boulangers et les pâtissiers. Plusieurs cadeaux seront désormais mis dans les sacs de farine AGB, dont des tickets pour la Mecque. À l'achat d'un sac de farine, on a la possibilité de trouver à l'intérieur du sac, entre les 2 plis papier, un ticket. Ce ticket, lorsqu'il y a un gadget dessus, vous gagnez systématiquement ce gadget. Donc ces gadgets seront déployés dans tous les points de vente. Et une fois que quelqu'un a ouvert un sac, il a trouvé un ticket gagnant, il peut aller s'en procurer directement, automatiquement dans le magasin où il l'a pris, sur toute l'étendue du territoire. Les différents gagnants des gadgets AGB en jeu devront contacter leurs fournisseurs pour entrer en possession des cadeaux. Les distributeurs de ces produits promettent d'honorer la confiance. Dans toute l'étendue du territoire, la farine sera disponible à temps
il n'y aura pas de rupture. Et en plus, les gagnants aussi, chacun va gagner ce qu'il doit gagner. Cette première promo des produits AGB réjouit les boulangers. Il félicite les responsables de la qualité des produits ces derniers temps. La qualité AGB d'hier et aujourd'hui sont différents. Aujourd'hui, on trouve la qualité qui est très très bonne. Aujourd'hui, on peut travailler la farine sans pourtant la mélanger avec d'autres farines. Le sac de la farine AGB sera vendu au prix habituel. Les responsables du groupe Sonoco rassurent les uns et les autres de la qualité des produits et de la disponibilité d'une grande quantité. Après 3 ans d'apprentissage, ces infirmiers et sages-femmes d'État obtiennent leur diplôme. Devant les responsables de l'Institut et leurs encadreurs, ils magnifient la qualité de l'enseignement qu'ils ont reçu. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle dans la société afin d'aider et prendre soin de la population. On a eu la formation, une bonne formation aujourd'hui. Nous sommes tellement satisfaits parce qu'aujourd'hui, on peut dire Dieu merci. Car nous avons tellement eu des professeurs qui nous ont donné leur soutien. Le directeur des études et stages de l'Institut de formation de personnel paramédical de Guinée rassure que ces diplômés ont la compétence et la capacité de leadership nécessaires pour rendre meilleure la vie des Guinéens. Nous avons réussi à former des jeunes Guinéens qui sont enfin prêts aujourd'hui pour sauver des vies. C'est ce qui est leur vocation. Nous formons ici des infirmiers, des sages-femmes. Donc nous sommes à la 6e promotion aujourd'hui. Donc c'est vraiment aujourd'hui un sentiment de joie, de satisfaction et de fierté. De son côté, la marraine de la promotion félicite et encourage ces jeunes diplômés à mettre leur savoir au service de la nation. Nous apprécions à leur juste valeur les sacrifices que vous avez consentis pour parvenir au moment de bonheur que nous célébrons aujourd'hui. Par votre constante détermination et votre acharnement au travail, votre promotion a enregistré des résultats excellents. La 6e promotion de l'année 2021 porte le nom de leur professeur de français. Ce dernier est très heureux de voir ses produits finir leur apprentissage et désormais apte à servir. Le musée de Sandarvalia, situé dans la commune de Kaloum, est la première étape de Conakry Ecojing Tour, une initiative qui vise à préparer les différents pays à la Coupe du Monde Ecojing qui se tiendra en juin 2022 dans 18 villes. Un mouvement international qui met le sport au service de l'assainissement. C'est une activité éco-citoyenne que nous avons initiée qui va avec la vision de la campagne Mon quartier propre, initiée par le programme Sanita, financé par l'Union européenne. Donc c'est dans ce sens-là que nous aussi, on a choisi la ville de Conakry pour faire cette activité d'assainissement, mobiliser les gens, et on a choisi le musée de Sandarvalia, qui est un endroit très très important pour la Guinée, où on a beaucoup d'histoire, et on a décidé de venir assainir ici aujourd'hui. Les clubs d'éco-jogging organiseront à leur tour des séances de formation, entre autres, en faveur des collectivités. L'initiative va s'étendre sur toutes les communes de la capitale. Effectivement, d'abord, l'initiative éco-jogging doit se dérouler dans la ville de Conakry, c'est-à-dire c'est dans chaque commune, nous allons faire un passage. Et après, dans le cadre de la pérennisation, nous allons mettre en place des clubs d'éco-jogging qui vont pérenniser l'initiative à notre place à travers des séances de formation. Nous allons les doter en kits d'assainissement et tout. De nombreux citoyens ont pris part à cette campagne d'assainissement. Ils souhaitent une pérennisation de l'action avec l'implication de tous. Il faut trier les déchets à la maison plastique comme ça pour rendre leur maison propre, ne pas salir la ville. Placé sous le slogan « Ensemble pour la bonne gestion des déchets plastiques », les organisateurs pensent que cette initiative citoyenne Ecojing Tour va contribuer à l'assainissement de la ville de Conakry. Le boulevard Dialoteli, la Blue Zone de Dixine, de Yataya, de Symphoniac Beleng et le terrain de la cimenterie, les téléspectateurs
ont vibré au rythme de la 33e édition de la CAN. L'entreprise de paris en ligne, OneXBet, en partenariat avec la Lonagui, a installé des fan zones au niveau de ces endroits précités. Toutes ces couches sociales viennent suivre le match en direct. Du handicapé moteur à l'imam, en passant par des jeunes couples, tout le monde trouve son compte et en plein air. Les dames qui sont dans les immeubles, les voisins qui sont assis sur les vérandas en train de suivre le match. Et tout ça va au profit de OneXBet qui a vu cela cette année et qui a innové pour mettre cette politique en place juste pour donner de la joie à ce beau public. Déjà, OneXBet a prouvé qu'il sait écouter les jeunes. Les jeunes sont là aujourd'hui. Les organisateurs se mettent au service de téléspectateurs pendant les mi-temps, prolongation pour distribuer des t-shirts, des ballons de foot, baskets et même des chèques symboliques. C'est seulement OneXBet qui offre des cadeaux comme ça aux parieurs. Nous sommes toujours là pour accompagner, pour récompenser les parieurs, c'est notre objectif. En fait, je peux dire que c'est une première fois en Guinée qu'une société de la loterie organise des friend zones pour la jeunesse, pour mieux occuper la jeunesse et nos blue zones surtout. Je remercie la direction générale de OneXBet, la direction aussi de la Lonagui. Je lance un appel à toute la jeunesse de la Guinée d'avoir beaucoup plus de confiance à ces loteries, surtout en particulier la Lonagui et avec leurs partenaires Waxinibet et les autres partenaires aussi. Le Sénégal remporte la 33e édition au terme des tirs au but. Un ressortissant parieur se livre et exprime sa passion pour l'entreprise de paris en ligne. En fait, OneXBet, on va jouer toujours partout dans nos bars, dans notre téléphone, dans les Android, en dormant, en faisant tout. Rien n'a été laissé au hasard. Les organisateurs invitent des artistes pour tenir compagnie aux téléspectateurs. Mais pas que. C'est aussi une occasion de faire la promotion de ces artistes chanteurs.